Donc bonsoir à tous, merci à ceux qui ont fait le déplacement, malgré la tempête. Merci à ceux qui sont en Zoom, vous êtes plus d'une vingtaine, ce qui est pas mal. Et merci à ceux qui nous regarderont après sur YouTube. Donc cette rencontre est organisée par l'association Rencontres et Débats, donc, qui a été créée il y a environ une vingtaine d'années avec ma compagne Britt et moi-même Christian. Donc en fait c'est notre 322e rencontre ce soir. Alors je tiens à commencer à remercier donc la Fondation Lucien Paille et Madame Julie Pégini de nous accueillir ici à la Cité internationale universitaire dans ces magnifiques locaux. Donc aujourd'hui on accueille 3 autrices pour parler de leur ouvrage. Donc leur ouvrage c'est Dans notre tête, psychologisation de la maladie et des symptômes, enjeux éthiques. Voilà, donc je vais commencer par présenter les autrices rapidement, mais si dans vos interventions vous pouvez corriger ou rajouter si j'ai oublié certaines choses. Donc Anaïs Guilbault, qui nous vient d'Angoulême, est psychologue, clinicienne au sein du SOL Personnes âgées du centre hospitalier d'Angoulême, et elle est également la vice-présidente du comité d'éthique de l'établissement. Faustinelli, donc, qui elle est spécialisée dans la transformation des organisations, elle développe des compétences psychosociales et des dispositifs de médiation. Et elle nous expliquera ce que ça veut dire, tout ça. Et prévention, arrestation et restauration des conflits. Et donc elle est entre autres cofondatrice de l'association Après Jiva Covid Long France. C'est ça. Et Laurence Roux, qui est docteur en sciences sociales, diplômée en anthropologie, en psychologie clinique et pathologique. Et elle est chef de projet en santé publique, chercheuse associée au LEPS de Paris 13, également présidente de l'association À chacun son savoir. C'est pareil, vous nous expliquerez le but de votre association. Voilà. Donc le livre présenté en fait est un plaidoyer pour que les soignants prêtent une écoute plus attentive au récit des patients. Il invite à une réflexion, un engagement commun pour une approche éclairée et humaine du soin et de l'accompagnement. Les auteurs, ES, souhaitent diffuser ce plaidoyer. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit auteur ou autrice. On peut choisir. On peut choisir. Bon, j'ai choisi auteur. Souhaite diffuser donc ce plaidoyer le plus largement possible et ou alimenter des débats afin que les professionnels de santé réfléchissent sur l'impact négatif, voire catastrophique, de ce type de propos. Elles abordent certaines maladies souvent méconnues, même par des médecins, comme le Covid long, certaines allergies, et moi il y en a une qui me touche particulièrement, c'est les tremblements essentiels. Donc là, je vous laisse la parole, donc vous intervenez à tour de rôle suivant vos spécialités. Merci. Merci beaucoup Christian. Alors moi je vais commencer par quelques remerciements. Déjà remercier Christian et l'association Rencontres et Débats Autrement qui nous a permis voilà, de faire cette conférence dans cette magnifique salle. Merci à la Fondation Lucien Paille. Je voudrais remercier aussi Karim Sanogo qui est directeur de publication à l'Harmattan pour nous avoir fait confiance et publié notre plaidoyer. Au professeur Catherine Tourette-Turgis pour avoir rédigé la préface de ce livre, au professeur Getsch donc pour nous avoir aidé dans l'apport des neurosciences. Et je remercie aussi Anaëlle Couillet. À titre personnel, je laisserai Anaïs et Faustine faire leurs remerciements personnels. Moi, je voudrais remercier les associations de patients avec lesquelles j'ai travaillé et je travaille encore. Mais je vais en citer 3. L'UNCED, l'Union nationale du syndrome d'Ehlers dans l'os, avec Valérie Gisclar qui est sa présidente, Fibromyalgie SOS avec Nadine Randon, qui est la présidente également, et Fibromyalgie France avec Carole Robert, qui est sa présidente. Et je passe la parole à Anaïs qui va nous parler de la méthode. Merci. Bonjour à tous. Comme le disait Laurence par rapport à notre collectif, nous nous sommes retrouvés autour d'un objet d'étude commun et surtout d'intérêt partagé au sujet de cette question du « c'est dans votre tête »
Autrement dit, cette pratique pas courante mais néanmoins fréquente de certains professionnels de santé qui, face à des symptômes qu'ils ne s'expliquent pas, vont répondre c'est le stress, c'est psychologique, reposez-vous, allez voir un psy. Cela nous paraissait être un discours à questionner. C'est pourquoi nous avons travaillé plusieurs années sur ces sujets avant de formaliser un écrit. Il était important pour nous de partir du terrain pour développer ensuite notre analyse. De mon côté, j'ai réalisé des entretiens dans mon entourage personnel et professionnel. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont participé à ces entretiens. Et Faustine et Laurence, toutes les deux très engagées dans le milieu associatif et de la recherche, ont recueilli de leur côté une masse importante de témoignages par ces biais-là et également par le biais de la littérature qui est très riche aussi sur ces sujets. Tout ceci dans le but d'alimenter notre réflexion. Nous voulions nous adresser aux professionnels de santé, au pouvoir public et à toute personne intéressée par les enjeux éthiques au sujet dans le système de santé, pour ouvrir un débat. Donc en fait, c'est un plaidoyer, c'est un travail qui se veut engagé, ce qui veut dire que nous ne sommes pas neutres. Alors le but, c'est pas une mise en cause des professionnels de santé, mais par contre, nous parlons de là où nous sommes situés. Et en fait, notre objectif, c'est vraiment d'ouvrir un dialogue. Avec comme idée fondatrice que l'expérience de la maladie ou du handicap confère des savoirs qualifiés d'expérientiels qui sont aussi importants que les savoirs scientifiques. Et que le croisement de ces différents types de savoirs est la garantie d'une prise en soin éthique servant les intérêts de la personne malade et permettant l'ajustement des réponses thérapeutiques au plus près de ses besoins. Cette problématique, elle interroge aussi les représentations véhiculées dans notre société sur la maladie, mais nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, je laisse la parole à Faustine afin qu'elle nous partage l'expérience de son association en lien avec le Covid. Merci Laurence, merci Anaïs. Donc, comme vous le savez, je suis cofondatrice de l'association Après J20 et je remercie tous les bénévoles avant tout et toutes les personnes qui œuvrent dans le monde entier pour la reconnaissance du Covid long. Je vais vous présenter l'expérience associative et intime des personnes concernées pour voir vraiment comment cette tendance à la psychologisation impacte les personnes. Alors, la première partie du livre se concentre sur l'histoire récente du Covid long et sur les mécanismes de psychologisation à l'œuvre dans cette maladie émergente. Il montre comment cette tendance du tout-psy est à l'origine du conflit d'expertise, de dilemmes et de tensions à plusieurs niveaux entre patients et soignants, dans la relation du patient à lui-même et aux autres, au sein des institutions et de la société. Donc ces tensions ne sont pas que conceptuelles, elles ont des effets très concrets sur la vie des patients, des personnes concernées et de leurs proches. La psychologisation de la maladie, nous le verrons, peut entraver la reconnaissance et la prise en charge des patients. Donc cette tendance du tout-psy, bien qu'ancienne, s'inscrit aujourd'hui dans un contexte de profonde transformation culturelle et sociale. On le voit par le renforcement de la démocratie en santé et aussi par la volonté de vivre davantage en interdépendance. On verra aussi que les réseaux sociaux contribuent à instaurer des modes de communication plus horizontaux et immédiats avec les acteurs de la santé et la société civile. Et on verra que l'intime s'expose plus dans l'espace public et transforme les vecteurs de reconnaissance, de revendication et parfois de polarisation. Donc ça participe aussi au conflit d'expertise. Donc ces transformations redéfinissent les modalités de circulation du savoir, les équilibres de pouvoir entre institutions, experts et citoyens. Donc cette première partie se structure en 4 volets. Tout d'abord, on va définir le phénomène de psychologisation de la maladie et identifier les groupes et acteurs concernés. On examinera ensuite, à travers l'exemple du Covid long, comment cette psychologisation de la maladie impacte la mobilisation des patients, génère des conflits d'expertise et influence l'information et la communication. Et enfin, nous mettrons en lumière les répercussions concrètes de ces processus sur la vie des personnes, avant de conclure sur la nécessité d'instaurer une culture du dialogue entre experts, patients inclus, et de concevoir des dispositifs démocratiques restauratifs. Alors, la psychologisation de la maladie, déjà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça désigne? C'est, pour nous, l'interprétation des symptômes, de leur cause en termes psychologiques, sans preuve scientifique, ni reconnaissance de mécanismes physiopathologiques. Ce processus repose sur une vision dualiste corps-esprit, qui conduit à attribuer des symptômes à des troubles fonctionnels plutôt qu'à des troubles organiques.
Donc, ce biais concerne les maladies chroniques qui sont en augmentation, complexes, mal comprises ou rares, et a longtemps concerné des maladies comme la dépression, l'endométriose ou l'ulcère, avant que leur cause biologique ne soit démontrée. Cette tendance, on le voit avec l'exemple du Covid long, persiste encore aujourd'hui. Alors juste pour vous rappeler un petit peu le Covid long, à l'époque de la pandémie donc du SARS-CoV-2 en France, la communication publique faisait la distinction entre deux catégories de malades, soit ceux hospitalisés gravement malades dans un état sévère qui étaient majoritairement des personnes âgées, soit les personnes étaient considérées comme atteintes d'une forme légère, plutôt jeunes. Cependant, dès mars 2020, de nombreux patients à travers le monde ont signalé sur les réseaux sociaux avoir des symptômes persistants, fluctuants et multisystémiques. Face à l'absence de soins dus au confinement, de reconnaissance et aussi au scepticisme médical, beaucoup ont ressenti exprimer un sentiment d'abandon et de stigmatisation. La mobilisation des patients partout dans le monde sur les réseaux sociaux a permis de développer des collaborations avec les professionnels de la santé. Ces rassemblements de patients ont conduit à des collectifs, des associations, et ça a été déterminant puisque le Covid long a été reconnu officiellement le 21 août 2020 par l'OMS, et ce nom a été créé par une patiente italienne notamment. Donc les porte-paroles ont défendu la nécessité d'une reconnaissance de soins pluridisciplinaires de recherche sur les mécanismes physiopathologiques de la maladie, et ce mouvement illustre les revendications pour une plus grande justice sociale et sanitaire, incarnée par le « rien sur nous sans nous ». Toutefois, en France, cette mobilisation s'est heurtée à des conflits d'expertise. Le monde scientifique s'est divisé entre certains chercheurs du monde entier qui s'accordent sur une cause virale reposant sur des mécanismes physiopathologiques et d'autres chercheurs qui privilégient une explication psychosomatique, attribuant les symptômes au stress ou aux croyances des patients. Une étude publiée en novembre 2021 dans JAMA Internal Medicine a soutenu que la persistance des symptômes serait davantage liée à la croyance d'avoir été infecté qu'à une infection confirmée. Pourtant, malgré le consensus scientifique international qui reconnaît l'existence de mécanismes biologiques, immunitaires, neurologiques, cette étude a été largement relayée par les médias en France. Certains articles reprenaient la conclusion et affirmaient que le Covid long serait souvent imaginaire et que plus de la moitié des personnes se disant affectées n'auraient été en réalité jamais contaminées. Cette diffusion a alimenté la confusion dans l'espace public et au sein des institutions, retardant la reconnaissance officielle du Covid long et la mise en œuvre d'une politique publique adaptée. Alors, des associations de patients et de chercheurs ont dénoncé cette dérive dans nos tribunes et dénoncé justement la promotion d'une hypothèse marginale non étayée scientifiquement, promue par les médias et allant jusqu'à influencer les instances officielles. Donc, comme le rappelle Xavier Listure, qui est un membre du COVARS, dire à un patient c'est dans votre tête s'avère totalement contre-productif. Et pour reprendre les mots de Florent Trocknet-Lopez, il est indispensable d'organiser les conditions d'un exercice démocratique du pouvoir, non pas en attendant un cap imposé, mais en cherchant à débattre, en tâtonnant, pour construire ensemble les moyens de s'en sortir, et donc de se sortir du conflit d'expertise. Alors quand on écoute les patients et l'expérience vécue des patients, on observe plusieurs choses. La crise déjà de confiance soignant-soigné. Donc, comme l'explique Camille Dokir, la médecine tend souvent à attribuer des symptômes inexpliqués à des causes psychologiques, ce qui endommage la relation thérapeutique. Certains soignants craignent, dans ces cas-là, que les patients prennent l'initiative de leur diagnostic, ce qui pose des questions déontologiques. Mais le savoir expérientiel est fondamental, puisque chaque personne connaît son corps à travers ses sensations et ses ressentis. Lorsque ces sensations sont niées, ce savoir génère une injustice épistémique, c'est-à-dire que le vécu des patients est discrédité, leurs paroles invisibilisées et leur pouvoir narratif empêché. L'injustice épistémique ne s'ajoute pas simplement aux injustices sociales, souvent elle les prolonge et les renforce. Ce phénomène d'invisibilisation de la parole et de silenciation peut se traduire par une rationalisation déshumanisante de la relation de soins qui devient formelle, virtuelle, faussement empathique, allant parfois jusqu'à la dépersonnalisation du patient et à la psychiatrisation des symptômes. Elle s'exprime aussi par différentes formes de déni. La parole du patient réduite ou ignorée, mais celle de la responsabilité reportée sur les contraintes organisationnelles,
aussi celui des institutions lorsque les relations de soins sont encadrées par des normes ou des protocoles difficilement applicables. Alors qu'est-ce que ça provoque chez la personne en elle-même? Une maltraitance invisible. Donc l'étiquette du malade imaginaire peut provoquer culpabilité, perte de repères. Les patients peuvent se murer dans le silence, essayer de nier leur propre réalité pour continuer à tenir bon et parfois envisager la mort comme seule issue possible. Il y a d'autres personnes qui développent des capacités de survivance, c'est-à-dire qui réévaluent leurs croyances spirituelles, philosophiques, cherchent de nouvelles significations et de nouveaux rapports au monde, se ressentent sur leur vie ou s'investissent dans des associations de patients. Dans tous les cas, l'expérience des personnes atteintes de pathologies encore mal comprises les place en posture de sentinelle, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois témoins et actrices d'une réalité médicale et sociale en transformation. Ce rôle est souvent sous-estimé et peu reconnu, pourtant il recèle un potentiel précieux, celui de rapprocher savoir expérientiel et savoir scientifique, d'anticiper les crises et de renouveler les cadres de pensée autour de la santé et de la maladie. On parle aussi des enfants, les enfants malades. En France, de nombreux enfants se heurtent à l'incompréhension, voire au déni de leurs symptômes, entraînant parfois des formes de maltraitance médicale. La tendance à psychologiser certaines maladies en l'absence de preuves scientifiques pourrait d'ailleurs coïncider avec une hausse préoccupante de la consommation de psychotropes chez les mineurs, qui a doublé entre 2020 et 2021, contrairement à d'autres pays. Et cette hypothèse mérite d'être considérée avec attention, car on sait que dans le Covid long, par exemple, beaucoup d'enfants ont été psychiatrisés ou alors mis sous psychotropes alors qu'ils avaient des symptômes du Covid. Donc la question essentielle se pose, puisque ce type de rapport aux enfants nie leurs paroles, les enfants sont privés, et l'absence de reconnaissance ne permet pas d'aménager les temps scolaires, parfois conduit à des signalements abusifs, créant des drames familiaux graves. Donc la question se pose, c'est comment faire respecter les droits des enfants, comment reconnaître leur vécu, garantir leurs paroles, et qu'ils soient aussi pris en compte dans les processus de décision. Je passerai rapidement les proches aidants, mais vous imaginez bien que les proches aidants sont aussi confrontés à des difficultés majeures. Ils subissent le regard social, la stigmatisation, un épuisement. Parfois, quand un proche aidant est malade, il y a une hiérarchisation des valeurs, donc le proche aidant prend sur lui pour s'occuper du malade. Et il est important de soutenir les proches aidants aussi, qui sont dans la compréhension, qui peuvent aussi croire en la parole du professionnel de santé et du coup être contre leurs proches aidants. Ça peut créer des dilemmes et des tensions, des désaccords majeurs pouvant créer des séparations. Voilà, donc l'indifférence face à la souffrance est un silence intolérable. Je voudrais citer Judith Butler dans Une obligation éthico-politique qui a introduit la notion de pleurabilité. Ce concept désigne la capacité à pleurer l'autre, de reconnaître la vulnérabilité d'autrui et notre égalité face à elle. Donc la reconnaissance de cette souffrance est au cœur de toute éthique et toute politique humaine et doit être reconnue. Hannah Arendt, quant à elle, nous montre comment la crise devient un désastre lorsqu'on y répond avec des jugements préconçus, comme la phrase « c'est dans votre tête ». Et dans son analyse de la banalité du mal, elle souligne qu'en cessant de penser et en suivant aveuglément des ordres, chacun peut agir de manière barbare, sans questionnement éthique. Donc même ces phrases « c'est dans votre tête » peut être une source d'une déshumanisation et d'une incompréhension face aux autres. Très rapidement, et ensuite je passerai la parole à Laurence. Les prises en soins ont été chaotiques dans l'expérience du Covid long à cause de ce conflit d'expertise et de cette phrase « c'est dans votre tête ». Il y avait soit des abandons de soins, c'est-à-dire des personnes qui ne voulaient plus être soignées parce qu'elles n'étaient pas entendues ni prises en charge. Des personnes qui aussi sont parties et qui étaient estimées comme étant guéries par les professionnels de santé. Il y a eu des prises en soins inadaptées qui génèrent une violence silencieuse, c'est-à-dire qu'on a proposé par exemple à des personnes du Covid long la rééducation à l'effort qui pourtant peut être délétère parce qu'il y a des malaises post-effort. L'absence aussi de recensement de cette pathologie peut fausser le suivi de la maladie. Par exemple, il y a des atteintes cérébrales et ça peut provoquer dans le futur éventuellement des problèmes neuro-évolutifs. Donc il est important de noter que l'accompagnement global non plus qui intègre les dimensions médicales, sociales et professionnelles est indispensable et quand la maladie n'est pas reconnue, elle ne peut pas exister. Il ne peut pas exister.
Il y a aussi des parcours improvisés, des soignants. Donc certains soignants sont quand même à l'écoute des patients, mais ils sont trop peu nombreux, ils n'ont pas de moyens. Il y a des engorgements véritables et les délais sont plus raisonnables, une surcharge de travail et parfois tombent en burn-out aussi. Donc il est important de les soutenir. Voilà. Je vais laisser la parole à Laurence. Je terminerai sur le fait que les patients appellent à une éthique du dialogue et aussi souhaitent, pour certains, restaurer la démocratie, qu'il y ait des dispositifs de restauration quand il y a eu des dommages et quand il y a eu des fractures du lien. Merci. Merci. Alors moi, je vais vous parler de la construction occidentale de la psychologisation de la maladie et je vais avoir la lourde tâche de résumer 6000 ans en 10 minutes. La psychologisation de la maladie et des symptômes recouvre une réalité complexe et croise des déterminismes individuels et collectifs. Vous m'entendez mieux là ? Croise des déterminismes individuels et collectifs, donc qui puisent leurs racines dans une histoire qui a été façonnée au décours des millénaires. Donc j'ai pris le parti de n'évoquer que quatre éléments. Je vais parler de la dichotomie psyché-soma, du modèle biomédical, de la plainte et des stéréotypes de genre. Alors, l'argument opposé à la plainte d'un patient, c'est dans votre tête, évoque une dichotomie psyché-soma, c'est-à-dire une séparation entre le corps et l'esprit, ce qui revient à psychologiser les symptômes et la maladie. La dichotomie psyché-soma, nous dit Marc-Alain Descamps, qui a travaillé sur l'histoire du corps au décours des siècles, remonte en fait au dualisme iranien, 6000 avant JC, point de départ donc d'influences qui ont été nourries à la fois par des philosophes grecs et par la religion, et qui a conduit à une division entre une supposée matière, le corps, et un esprit par opposition qui est immatériel. Évidemment, l'esprit est le bon et le corps le mauvais. Dans le dualisme iranien, la somatophobie donc, se définit comme la haine du corps et la distinction du pur et de l'impur, donc recouvre pour le pur le sacré et le profane avec un sens angélique non sexuel, et impur correspond au sexuel et aux fonctions d'élimination du corps. Alors ce qui est très intéressant, je trouve, dans le dualisme iranien, c'est qu'on trouve une première catégorisation de la pensée humaine qui va opérer par assimilation de couples d'opposés, et on continue à fonctionner encore comme ça. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une conception du monde à partir d'éléments antithétiques dont les couples originaires sont le jour, la nuit, la lumière, les ténèbres, le ciel, la terre, la droite, la gauche, l'homme, la femme, pur, impur, l'âme et le corps. Les premiers de la dyade sont qualifiés de bons et les deuxièmes de mauvais. Donc vous n'avez pas la diapo sous les yeux, mais vous pourriez revoir l'homme et la femme, donc à gauche l'homme et la femme à droite. Alors aujourd'hui, on fonctionne encore beaucoup comme ça et on utilise des couples d'opposés. On a notre fameux versus d'ailleurs. Donc on a l'objectivité versus la subjectivité, les savoirs scientifiques et les savoirs profanes, les sciences dures et les sciences molles. Donc les sciences molles étant les sciences humaines et sociales. Personnellement, je récuse tout à fait ce terme-là. Cortiqué, pas cortiqué, ça veut dire qui peut comprendre et qui ne peut pas comprendre. Et on a aussi nos fameux bénéfices-risques. Alors ce sont certains philosophes grecs qui ont continué à véhiculer la dichotomie psyché-soma, notamment Galien et puis Platon. On peut aussi penser à Hippocrate et évidemment chez nous Descartes, qui a beaucoup travaillé sur la notion de corps au XVIIe siècle et qui a continué à faire perdurer cette dichotomie psyché-soma. Et pour Marc-Alain Descamps, la position cartésienne est à l'origine du mépris du corps qui règne dans notre civilisation actuellement. Dans la religion chrétienne, c'est Paul de Tarse qui a produit le plus de textes sur le corps, qui est méprisé, considéré comme de mauvaise inspiration et donc souvent coupable. Dans cette lignée, le christianisme a créé un culte de la douleur. Mircea Eliade nous dit que le christianisme est centré sur la mise en valeur de la souffrance et sur l'interprétation optimiste de la mort. Effectivement, l'Église catholique, elle a fait de la douleur un outil. Elle va attribuer plusieurs valeurs, rédemptrices, purificatrices, et punitive, basée sur la doctrine de la dette par un Dieu comptable en fait. Alors, il faut aussi qu'on parle de la notion de mérite qui est très importante dans notre culture judéo-chrétienne. Donc le mérite, il se mesure à la capacité à surmonter les épreuves. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts.
et à en baver. Donc on le voit dans la pratique sportive, on le voit encore beaucoup d'ailleurs dans la pratique sportive, il suffit d'écouter les journalistes quand il y a des épreuves. Donc plus en fait les personnes ont souffert, plus ça a été difficile et plus la victoire est méritée. Mais malheureusement ça se voit aussi dans la maladie. Alors, dans la médecine occidentale, nous fonctionnons avec un modèle biomédical et ce modèle biomédical concentre son champ d'activité mais aussi son intérêt sur les dysfonctionnements du corps, donc organiques ou fonctionnels. C'est un modèle qui reproduit la dichotomie psyché-soma, donc ça exclut, comme le disait Faustine, tout ce qui n'est pas scientifique. Le diagnostic, il doit être étayé par des données probantes, c'est-à-dire des marqueurs biologiques, l'imagerie médicale, etc. Norbert Aben Saïd nous dit que sous prétexte de conserver, quoi qu'il arrive, la priorité absolue au corps comme objet de la vraie médecine, on n'a plus affaire qu'à des corps inhabités, sans âme, sans lieu, sans histoire. Le corps n'est plus le lieu du plaisir, de la pensée ou du sentiment, mais seulement le siège de la vie biologique. L'anthropologue Marc Nichter a décrit une biomédecine conditionnée culturellement et socialement, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a défini des maladies biomédicales culturellement stylisées, comme le syndrome de fatigue chronique par exemple. Donc nous, on pourrait rajouter la fibromyalgie, l'endométriose, le syndrome des lèvres dans l'os et la maladie de Lyme, par exemple, mais la liste n'est pas exhaustive, malheureusement. Je vais juste reprendre l'exemple de la fibromyalgie, qui a quand même été considérée comme étant une maladie psy pendant très longtemps. Je rappelle que maintenant, elle est classée comme maladie. Et je vous recommande d'ailleurs d'aller regarder ce que la HAS vient de produire en termes de recommandations. Donc c'est tout nouveau, je crois que c'est sorti à peu près il y a 15 jours. Alors, fort heureusement, à partir des années 60, en réaction à ce modèle biomédical, il y a plusieurs courants qui sont apparus et qui visaient à s'opposer à ce tout biologique et à réintroduire une approche globale de la personne et les dimensions psychiques, culturelles et sociales notamment. Alors, on peut citer la notion de total pain avec les soins palliatifs, les travaux de Toby Nathan qui ont été extrêmement importants et qui ont permis de réintroduire la dimension culturelle dans la prise en charge des patients, et puis aussi l'émergence des associations de patients et de la reconnaissance de leur expertise, la reconnaissance des savoirs expérientiels, de la pérédance et de l'empowerment. Depuis les années 2000 aussi, on a pas mal de lois qui ont été rédigées et qui prônent le consentement éclairé, la reconnaissance de la place de l'usager dans le système de santé. On a aussi nombre de recommandations de la HAS qui vont dans ce sens. Je vais citer aussi juste l'éducation thérapeutique, le Montréal moderne, la charte d'Ottawa, et ce qui a été quand même une révolution, l'université des patients qui a été créée par le professeur Catherine Tourette-Turgis, qui forme et qui diplôme des patients experts. Je vais maintenant parler de la plainte et faire un focus sur cette plainte qui, suivant en fait dans notre culture la façon dont elle est émise, elle acquiert une plus ou moins grande valeur aux yeux du soignant. Queneau nous dit « malheur au malade qui dit mal son mal ». Le plaignant peut vite devenir un plaintif. En fait, quand on considère que pour rester digne, pour avoir du mérite, pour obtenir l'estime du professionnel, il ne faut pas trop se plaindre. La plainte peut être associée aussi à ce qu'on peut appeler finalement une présomption de culpabilité si la personne malade est considérée comme seule responsable de son état, c'est-à-dire si elle a adopté des comportements qu'on juge, que la morale religieuse, voire les règles de santé publique, jugent comme non vertueuses, par exemple sur le plan alimentaire, sexuel, addictif. Bon, comme on l'a déjà en fait souligné, le tout-psy comporte une part de suspicion de la réalité de la souffrance du patient. Et je vais citer deux exemples. Tout d'abord avec Valérie Gisclard, qui est présidente de l'UNCED, Union nationale du syndrome des lèvres dans l'os. Listez vos douleurs, me demande le rhumatologue. 2 pages. Non, c'est impossible, vous êtes dépressif, c'est probablement une fibromyalgie. Et puis vous avez pris du poids car vous ne faites plus de sport. Faites un régime, maigrissez et vous irez mieux. Et Carole Robert, présidente de Fibromyalgie France, nous dit stop au déni médical et sociétal, il faut croire le patient. Juste un léger focus, je vais essayer de faire vite, sur ce que Simone de Beauvoir appelle le deuxième sexe et les stéréotypes de genre. La reconnaissance de la souffrance des femmes par les professionnels de santé, comme les réponses qui lui sont dédiées, sont imprégnées d'un héritage culturel qui est assez lourd. Donc évidemment, on ne peut penser qu'à la Genèse. Je voudrais juste souligner que dans la Genèse, donc il est dit dans la Bible en latin, tu enfanteras dans la douleur. Cependant, douleur a été traduit de l'hébreu passion. Donc en fait, c'est passé de tu enfanteras dans la passion à tu enfanteras dans la douleur. Donc là, je vous laisse faire votre propre
interprétation. Et j'aime beaucoup l'expression et l'article d'ailleurs de Georges Bechtel qui a parlé, qui a décrit l'Ève pandorienne à l'Ève chrétienne. Et effectivement, on voit que tous les maux de la terre, et bien finalement, c'est bien la femme qui en est à l'origine, en ouvrant la boîte de Pandore, ou en allant cueillir la pomme et en allant l'offrir à Adam. Alors, même s'il y a eu beaucoup de progrès, je pense à l'endométriose, à la reconnaissance de la douleur des règles, et puis à la prise en compte aussi des douleurs de l'accouchement, néanmoins, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et je ne vais juste citer qu'une étude américaine qui a été écrite et faite en 2019, donc qui a été menée par Cohen, Cobb et Martin, et qui a démontré qu'un préjugé sexiste existait encore dans l'appréhension de la douleur des petits garçons par rapport à celle de petites filles pour la même intervention dans le même contexte clinique. Et je vous recommande aussi d'aller regarder en replay le colloque qu'a fait l'Espace éthique d'Île-de-France en février dernier sur les inégalités de genre, parce que c'est aussi assez édifiant. Donc, on peut parler quand même d'un sexisme ordinaire qui perdure. Le « c'est dans votre tête » est plus utilisé dans les cas de maladie où les femmes sont surreprésentées par rapport aux hommes. Et évidemment, ces stéréotypes conduisent à des inégalités, à des pertes de chance. Je n'ai pas le temps de les citer, mais le nombre de témoignages que l'on a reçus de femmes qui ont erré pendant des années, qui ont eu un diagnostic qui désignait une maladie grave, on peut ne constater qu'elles ont subi des pertes de chance en raison de ce diagnostic posé très tardivement. Donc, en conclusion de cette partie, on peut dire que la psychologisation de la maladie et des symptômes est façonnée par un héritage culturel, une morale édictée par des principes religieux, philosophiques et qui conditionnent encore la relation soignant-soigné. C'est dans votre tête s'inscrit donc dans une dichotomie psyché-soma où le corps producteur d'une souffrance et de fatigue a le mauvais rôle, mais l'esprit reste valorisé, sacralisé même, puisqu'il est supposé pouvoir contrôler les symptômes. Et je passe la parole à Anaïs. Merci. Donc, l'un des débats à l'œuvre dans ce plaidoyer tient à la place de la psychologie dans l'accompagnement des patients, mais également au positionnement des professionnels qui s'en saisissent, quelle que soit leur profession. La psychologie balaie un champ très large qui va de la psychologie clinique à la neuropsychologie, en passant par la psychologie sociale et bien d'autres. Il y a souvent eu des guerres internes entre les partisans d'une approche plus psychanalytique et ceux qui estimaient que d'autres approches, comme par exemple les thérapies brèves, étaient plus scientifiques. Aujourd'hui, les jeunes générations s'accordent plus facilement sur des pratiques plutôt intégratives qui s'adaptent en fait au profil ainsi qu'à la singularité des besoins du patient. Alors moi, je vais vous parler de l'erreur de mettre la psychologie à toutes les sauces, entre guillemets, et notamment lorsqu'on cherche la cause de symptômes que l'on ne comprend pas. Puis, je vais vous parler de là où la psychologie a tout son intérêt à mon sens, et Faustine abordera l'éclairage des neurosciences. Tout d'abord, les risques dogmatiques de l'approche psychosomatique. Alors tout commence par l'essor en 1960-1970 d'une nouvelle notion qui va révolutionner la médecine de l'époque, la psychosomatique. Depuis la Renaissance, on commençait à penser que les découvertes scientifiques nous permettraient de tout objectiver, tout mesurer. Mais déjà en 1911, le physiologiste Cannon démontre que les effets physiologiques des émotions retentissent à tous les niveaux de l'organisme et qu'elles interviennent dans la régulation de l'homéostasie interne, c'est-à-dire l'équilibre interne. Puis Hans Selye développe le concept de stress en 1936. Pour lui, des raisons psychologiques seraient la cause de nombreuses affections et donc seraient imputables à la personne elle-même. Mais bon, déjà, un premier frein était mis à ce moment-là, puisque le médecin s'appuyait énormément sur l'exemple de l'ulcère gastro-duodénal, dont on découvrira par la suite qu'il était lié à une bactérie et que donc il serait mieux traité par antibiotiques que par la parole. C'est déjà un exemple criant des précautions à prendre quand on fait ce type d'hypothèse. Et on commence à percevoir déjà quels enjeux éthiques naissent des théories développées en médecine et ou en sciences humaines. D'un côté, il y a le risque de penser que la rationalité scientifique apporte des réponses à tout. Dès lors, que faire quand on ne sait pas, quand la technique n'a pas de réponse? Et que faire des éléments psychologiques, sociologiques, culturels qui n'entrent pas dans l'équation rationnelle?
De l'autre côté, on constate le risque de présumer de causes psychologiques ou psychosomatiques par défaut, mais sur la base de quels arguments? Si les connaissances scientifiques n'apportent pas de réponse aux symptômes de certains patients, cela ne signifie pas pour autant que les causes en sont forcément psychologiques. Et en même temps, cela n'est pas non plus une raison suffisante pour exclure complètement la psychologie de l'équation. À la fin du 19e apparaît Sigmund Freud. Je pense que vous le connaissez tous, neurologue viennois qui travaille entre autres sur les paralysies, l'aphasie et l'hystérie, et qui participe de la réactualisation de ce vieux débat autour de la séparation ou non entre le corps et l'esprit, en inventant la psychanalyse et toute une théorie autour de ce qu'il nomme l'inconscient. Les théories de Sigmund Freud ont été énormément vulgarisées et aujourd'hui, au-delà de cette notion de psychosomatique, elles ont imprégné un certain imaginaire du grand public, de notre société occidentale, autour de ces notions. Je vais tout de même m'arrêter sur la psychosomatique de l'adulte, selon Pierre Marty. C'était le nom de son livre, qui a eu un grand retentissement aussi à l'époque. Un psychiatre français qui fit partie des créateurs de l'école psychosomatique de Paris. La théorie de ses partisans était somme toute intéressante, loin des écueils dualistes, c'est-à-dire qui séparaient corps et esprit. Elle venait développer un principe entre guillemets moniste et affirmer que ce que l'on nommait corps et psyché n'était en réalité qu'une seule et même entité, psychosomatique par définition. La difficulté pour les patients fut engendrée par ce que l'on fit en fait des hypothèses de travail qui en découlèrent. Entre autres, je cite, la pratique psychosomatique renvoie presque toujours, en partie, aux difficultés de divers ordres des sujets dans leur enfance et surtout leur première enfance. Donc je vais vous lire le témoignage d'Alice. Alice qui en fait, je devrais peut-être pas vous le dire d'ailleurs, découvrit bien plus tard, mais après de multiples péripéties, qu'en fait elle était souffrante d'allergie. Sauf qu'on a cherché, elle a cherché pendant très très longtemps d'où pouvaient provenir tous ces symptômes. Et donc elle dit ceci, autour de son adolescence. Et donc, ce sont les premières fois où, ne trouvant pas les origines des céphalées, on m'envoyait voir le pédopsychiatre, qui a dit que j'allais très bien, mais que peut-être ma mère devrait être suivie. Donc l'inquiétude venait de ma mère. Je n'ai jamais su vraiment ce qu'il lui avait dit. Il nous avait vus l'une et l'autre, toutes seules, et devant moi, il avait dit à ma mère « Je pense que peut-être c'est vous qui êtes inquiète ». Je sais juste que ma mère m'avait engueulé derrière en disant « Je ne sais pas ce que tu as dit au pédopsychiatre, mais il pense que je suis responsable. » Alors que pourtant, je n'avais pas parlé de ma mère pendant l'entretien. Donc, comme je vous le disais, Alice découvrira par elle-même, après de multiples péripéties et après une accumulation de symptômes pendant des années, qu'elle souffrait en réalité d'allergies multiples. L'adaptation de son hygiène de vie et les antihistaminiques seront sans doute plus efficaces à ce moment-là qu'une thérapie individuelle pour parler de sa mère. Ce que nous voulons dire, c'est que ces théories, du fait de leur vulgarisation, ont largement dépassé le cadre relativement restreint des échanges entre spécialistes du sujet. Elles ont même infusé dans les stéréotypes véhiculés par la société. Et aujourd'hui, elles peuvent être source de souffrance pour les patients à qui on renvoie que le problème est dans leur tête. Attention, les hypothèses de travail développées par des chercheurs en sciences humaines et sociales restent des hypothèses de travail. Si on les utilise sans les maîtriser dans l'accompagnement des patients au quotidien, cela peut être source d'incompréhension, voire de jugement hâtif très culpabilisant pour la personne malade qui pensera que le problème vient d'elle ou de son entourage. Ces propos sont caricaturaux, d'abord vis-à-vis des disciplines en question finalement, mais ils le sont surtout par rapport à la complexité du monde et des individus. C'est le principe même de la différence entre théorie et pratique. Je vais vous lire maintenant le témoignage de Marie. Alors, en fait, quand j'ai un choc émotionnel, ce sont mes articulations qui réagissent. Ce sont mes muscles qui réagissent. Je le savais avant, mais le spécialiste me l'a confirmé. Il m'a dit « il faut éviter les chocs émotionnels, les stress trop grands ». Et c'est vrai que depuis que j'ai arrêté de travailler en grande surface, il y a moins de stress quand même. Entre autres, mon médecin précédent me disait « ça c'est une maladie imaginaire ». Pour lui, c'était une maladie imaginaire.
Il expliquait mes douleurs par le travail, par la fatigue, mais rien de bien précis. Ils m'ont bourré d'antidépresseurs et un peu d'antidouleurs. Le médecin disait que le mental pouvait aider. Comme pour lui, c'était une maladie imaginaire, c'était au niveau de la tête. Ce témoignage, malgré tout, nous permet d'ajouter un petit peu de subtilité et de modération dans nos discours. De par son expérience, Marie est en mesure d'exprimer que les chocs amplifient la douleur. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il s'agit d'une maladie imaginaire. Comment peut-on penser d'ailleurs, d'autant plus quand on est soignant, que dire à une patiente qu'elle est une malade imaginaire va l'aider? Le stress a effectivement un impact sur nos fonctions vitales et notre système sympathique. Mais chez l'être humain, un même symptôme peut vouloir dire plusieurs choses. Et c'est alors au médecin de faire le diagnostic différentiel. Alors, de par sa formation, il étudiera toutes les possibilités dites somatiques, entre guillemets, qu'il connaît, avant d'en venir par élimination à une potentielle pathologie psy. Il y a néanmoins un souci dans l'équation. Si le diagnostic différentiel d'une pathologie psychiatrique peut éventuellement se faire en évinçant progressivement les autres possibilités, pour autant, il ne suffit pas de tout éliminer pour évoquer un diagnostic psychiatrique ou une étiologie psychologique. Nous avons le droit de dire que nous ne savons pas, sans pour autant décrédibiliser la parole de la personne qui souffre. Souvent, la réponse est en plus multifactorielle. Ne pas reconnaître cela conduit au constat dénoncé par Faustine: errance médicale, culpabilisation des patients, annihilation de leurs paroles, décrédibilisation de l'expression de leurs ressentis, et donc une souffrance supplémentaire, un peu comme un suraccident. Les enjeux de l'accompagnement en psychologie. Il est difficile pour un professionnel de santé d'assumer le fait qu'il ne sait pas et de recevoir en retour parfois toute la détresse que cela génère chez son patient. Finalement, écouter simplement en admettant son impuissance, c'est faire preuve de courage. Il faut pouvoir en fait le gérer émotionnellement. Vous allez me dire, oui, le patient aussi, il a des choses à gérer. Cela nécessite par ailleurs de pouvoir faire preuve d'empathie, ou tout au moins, comme le dit Yanis Constantinides, d'avoir entre guillemets une curiosité pour l'autre, pour ce qu'il vit. Quelque chose qui n'est pas encore de l'intérêt ou de la sollicitude, mais qui représente déjà un progrès par rapport à la complète indifférence. Ne pas être indifférent à la souffrance de l'autre est déjà une forme de soin, bien plus honnête que de lui dire d'aller voir un psy. D'autre part, le fait de réintroduire ses symptômes et son parcours de soins dans un récit adressé à l'autre, et plus précisément à un professionnel de santé, permet au patient de redonner du sens à son histoire. Ricoeur parle d'identité narrative, qui fait que l'individu se reconstruit perpétuellement par la narration qu'il fait de son histoire à autrui. Par la même occasion, mettre des mots sur ce que l'on vit aide à réduire l'angoisse que l'on peut ressentir face à l'inconnu et face à ce que l'on ne maîtrise pas. Enfin, se réapproprier son vécu, dire qui l'on est et ce que l'on attend de la démarche de soins permet au patient de se sentir acteur de sa vie et non plus victime, en s'appuyant sur le professionnel de santé. La psychologie n'est pas là pour expliquer l'étiologie des symptômes, ni pour prouver quoi que ce soit. Elle est là pour accompagner le patient dans son parcours de vie et de soins, ni plus ni moins. Le corps est une énigme, nous ne pouvons pas toujours comprendre tous les phénomènes qui le traversent. En revanche, nous pouvons nous servir de nos connaissances pour accompagner les patients dans leur quête d'un mieux-être. Merci. Alors moi, je vais vous parler de l'éclairage des neurosciences. Donc, les neurosciences cognitives, affectives et sociales ont profondément transformé notre compréhension du cerveau et des maladies. Des technologies telles que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ou la tomographie par émission de positons permettent aujourd'hui d'identifier des atteintes cérébrales responsables de symptômes jusque-là considérés comme inexpliqués. C'est le cas de certains troubles comme le Covid long, des problèmes de concentration, fatigue, essoufflement. Donc, ces techniques d'exploration neurologique contribuent à améliorer la compréhension de certains symptômes et à informer le patient qui se sent soulagé, reconnu, aussi dans son vécu. De la même manière, les neurosciences affectives et sociales offrent une meilleure compréhension sur la différence entre des symptômes provoqués par des lésions cérébrales, par exemple bien identifiées, et caractéristiques d'une maladie, et le retentissement émotionnel provoqué par cette maladie, par une modification des conditions de vie de la personne malade, et par une modification de son environnement aussi. Par conséquent, les neurosciences permettent des diagnostics plus précis,
des plans thérapeutiques individualisés et invite les professionnels de santé à mettre en place des dispositifs de soins et d'accompagnement globaux sur les bases d'échanges empathiques. Les neurosciences associées au savoir expérientiel, c'est-à-dire que ce n'est pas le tout biologique ou les savoirs expérientiels, c'est un dialogue entre les deux, entre les neurosciences, le savoir expérientiel, ont un potentiel considérable de transformation des représentations sociales des maladies. En montrant que ces maladies ont des bases biologiques et neurologiques, elles confirment l'importance de changer de perception sur les maladies complexes, en les considérant davantage comme des symptômes médicaux réels plutôt que comme des manifestations de faiblesse ou de faute personnelle. Donc l'idée ici, c'est qu'il y ait vraiment un dialogue entre les savoirs. Et tu parlais de la psychologie aussi. La psychologie peut aider, dans le cas par exemple du Covid long, pour distinguer une dépression d'un Covid long, le récit du patient va nous aider parce que ça peut être plus fluctuant. Par exemple, ça va plutôt être un discours sur là j'ai des fluctuations d'humeur, tandis qu'une dépression, ça va plutôt être en sourdine latent. Et quand on corrobore avec justement une imagerie cérébrale qui montre les lésions au niveau du cerveau, eh bien on peut comprendre à la fois le discours du patient, à la fois la subtilité que la psychologue a donnée dans le récit, et en même temps, grâce aux images, la neuroscience permet de pointer du doigt pourquoi le patient a ces symptômes. Voilà, je vais laisser Laurence. Merci. Alors dans la dernière partie, on va parler éthique et en quoi le C dans votre tête interpelle l'éthique. Nous avons divisé notre propos en deux parties, les enjeux éthiques dans la relation soignant-soigné et les enjeux éthiques et la démocratie en santé, dont Faustine parlera tout à l'heure. Donc la psychologisation de la maladie, elle interpelle l'éthique, elle dessine de nombreux enjeux. C'est dans votre tête a des conséquences parce que en fait ça condamne tout échange, ça a été démontré par Anaïs et Faustine. Ça peut contraindre aussi la personne à devenir mutique ou à ne plus s'exprimer. Ça peut aussi la condamner à un parcours d'errance médicale, c'est assez fréquent, qui dure plusieurs années, on l'a déjà vu. Et puis elles peuvent aussi recourir à des médecines alternatives qui sont dangereuses et en général très coûteuses. Je vais vous citer Claire Marin, qui est philosophe et qui est atteinte d'une maladie chronique et qui a témoigné de son parcours dans un livre qui s'appelle Hors de moi. La douleur fait émerger les cimes de la chair et creuse des tranchées. Ce corps se découvre de nouvelles formes invisibles aux yeux des autres. J'ai de moi-même l'image d'un pantin chargé d'un poids qui rend sa démarche caricaturale et ridicule. Ce poids que les autres ne peuvent voir me déséquilibre sans cesse. Pour les médecins, rien n'est lié. Mais j'ai compris que les explications du malade ne valaient rien. Donc, comme l'a dit Anaïs, derrière les propos en fait, qui psychologisent les symptômes, les personnes malades, elles entendent en fait, qu'il suffirait juste d'un peu de bonne volonté pour remédier à leur souffrance. Donc elles se sentent responsables et elles se sentent coupables finalement d'un déséquilibre de leur psyché qui est supposé détentrice du contrôle du soma. Elles se retrouvent alors dans ce qu'on appelle un double bind, c'est-à-dire rester autonome malgré la maladie, mais souffrir encore, ne pas arriver à guérir alors que c'est dans la tête, donc avoir des symptômes qui sont potentiellement dépendants d'une ressource cognitive, mais qui leur est impossible à mobiliser. On en a déjà parlé, je vais aller vite, mais on a recueilli effectivement un nombre important de témoignages de patients qui décrivent avoir pâti d'une psychiatrisation de leur maladie, donc jusqu'à l'établissement d'un diagnostic fiable. Et je voudrais vous citer Claire Legendre, qui est membre de l'association francophone Vaincre les douleurs. La douleur persiste au fil des années, le médecin diagnostique un abaissement du seuil de la douleur et est convaincu que la cause de cette aggravation est psychique. Il m'adresse à un psychiatre. Dès lors, je suis invitée à quitter le versant somatique du traitement pour m'engager dans un chantier purement psychothérapeutique fondé sur une vision psychosomatique et dualiste du corps-esprit, selon laquelle la résistance à la guérison trouve une explication dans ma psyché. Alors, quand on parle d'éthique, on ne peut pas éviter de parler de l'autonomie morale et de la dignité. Je vais commencer avec l'autonomie morale. L'autonomie morale, c'est lié à la capacité de s'autodéterminer et de décider par soi-même. Pour Norbert Elias, elle est un produit d'interaction. C'est-à-dire qu'en vivant en société, ce sont les rapports avec autrui qui déterminent le degré d'autonomie. Et dans une relation soignant-soigné, l'exercice de l'autonomie morale, elle doit être permis par le professionnel de santé qui en porte la responsabilité. Et il devient ce que l'on appelle l'agent moral dans la relation.
Parce que même quand sa vulnérabilité en fait devient extrême, toute personne reste attachée à la parcelle de liberté qui lui reste. Et pour un patient, pouvoir communiquer relève de sa liberté individuelle qui est bien souvent déjà mise à mal par la maladie. C'est ce que René Le Coadic appelle la désirabilité de l'autonomie. Alors, si on évoque la dignité et le sentiment d'indignité qui peut y être associé, il nous faut parler de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, qui représente l'un des textes majeurs, en octroyant à toute personne le droit de bénéficier d'une dignité qui doit être inaliénable. Sylvie Mesure souligne qu'elle représente une étape cruciale en désignant la dignité comme le fondement moral légitimant toute revendication de droit. Donc, par conséquent, toutes les arguties qui consistent à transférer la causalité des symptômes ou l'origine de la maladie du soma à la psyché comportent une notion de réduction de la souffrance du patient, de son expertise expérientielle et donc de sa dignité. Cynthia Fleury, dans son livre « La clinique de la dignité », a décrit le sentiment d'indignité comme un sentiment d'atteinte à l'intégrité physique et psychique. Et je trouve que ça convient très bien à notre propos. Et on peut dire en fait que le tout psy conduit le patient à ressentir un sentiment d'indignité. Je vais citer encore une fois Valérie Gisclard, présidente de l'UNCED. Comme la plupart des malades qui ont erré pendant des années, je suis en colère. Une colère parce que l'on m'a stigmatisée pendant des années, mais je savais, moi, que je n'étais pas folle. Et ça, ne pas être fou, ne pas être folle, moi personnellement, je l'entends depuis des années, et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas rare. Les gens, quand il n'y a pas de diagnostic fiable posé, pensent que, voilà, comme c'est dans la tête, ils sont forcément fous ou folles, et finalement, quand le diagnostic est finalement fait, eh ben, ils se sentent très soulagés, parce qu'enfin, ils ont une vraie maladie, et ils sortent de la maladie psychiatrique pour aller vers la maladie physique. Je vais juste évoquer le principisme qui a été décrit par Beauchamp et Childress, qu'on utilise beaucoup en éthique médicale et qui nous a servi de cadre de référence afin d'approfondir notre réflexion. Donc il comporte 4 principes, le respect de l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et le principe de justice. Le principe de respect de l'autonomie, donc comme on l'a déjà évoqué, repose sur l'autonomie laissée à la personne vivant avec la maladie de décider par elle-même, ce qui lui semble adapté à ses besoins. Et faire vivre le principe de respect de l'autonomie, donc ne peut faire l'économie d'intégrer dans le colloque singulier l'apport des savoirs expérientiels, donc permettre le récit du patient sur sa maladie, afin d'établir le diagnostic et négocier les thérapeutiques. Le principe de non-malfaisance, c'est de ne pas nuire à autrui, que ce soit de façon délibérée ou par inadvertance. Mais dans le cadre où la maladie est dite psychologique, de la présomption de culpabilité à l'absence de prise en soin, le principe de non-malfaisance, il est mis à mal. Ne pas nuire à autrui n'est pas respecté et les conséquences peuvent être graves. En témoigne Carole Robert, présidente de Fibromyalgie France. On rentre chez soi, on a envie de se suicider. Il faut le dire, on n'a pas le droit de mettre un patient dans un tel état psychique. Et ce type de propos n'est pas rare non plus, on l'entend malheureusement assez souvent. Le principe de bienfaisance est l'obligation morale d'agir pour le bien-être d'autrui. Mais dans le cadre où la seule réponse apportée à la souffrance du patient est « c'est dans votre tête », le principe de bienfaisance ne s'applique pas. Et il crée même ce que l'on appelle le syndrome du sauveur, avec toute la condescendance que cela peut impliquer. Alors Antoine Spire, qui lui posait la question du lien entre pouvoir et souffrance, Michel Benassayag répond. Parlant du médecin, on parle de cette idée optimiste qu'il fait le bien du peuple, mais il peut se révéler barbare, car ce bien est fait malgré le peuple, malgré les malades. Je pense qu'il peut y avoir un traitement démocratique ou éthique de la douleur. Le dernier principe, le principe de justice, c'est l'obligation de traiter tous les patients, situations, et toutes les situations de la même façon avec équité. Mais si l'âge, le genre, comme on en a déjà parlé, le statut social ou l'origine ethnique du patient influence la prise en compte de ses symptômes, le principe de justice, avec sa dimension d'équité, n'est pas respecté. Donc là, on vient juste de survoler ce que la psychologisation des symptômes et de la maladie engage comme enjeu éthique. Les conflits de valeurs entre un soignant et un soigné compromettent l'alliance thérapeutique et produisent des dommages, mais dont seul le patient paie le prix. C'est dans votre tête n'est jamais une réponse pertinente, même si le professionnel de santé est persuadé de l'origine psychologique de la maladie. Quand un soignant utilise c'est dans votre tête, la sollicitude, le soutien éthique, comme cela a déjà été dit, dont il devrait faire preuve, ne s'exerce pas.
Donc, par conséquent, il nous paraît vraiment important que les soignants puissent conscientiser ces enjeux afin d'accompagner leurs patients le mieux possible, de baser cet accompagnement sur une valeur d'humilité plutôt que de bienveillance et d'éviter la condescendance et une potentielle violence. Et je passe la parole à Faustine qui va nous parler démocratie en santé. Merci Laurence. Alors, l'application de la démocratie en santé, mythe ou réalité? On va parler de la démocratie au prisme de l'intime d'abord, c'est-à-dire comment on vit vraiment la démocratie. Et Anne Muxel introduit dans son article le concept d'intimité démocratique, en s'appuyant sur les travaux d'Anthony Giddens, j'espère que je le prononce bien, Giddens. Selon cet auteur, donc, nos relations personnelles et nos expériences intimes constituent un ferment actif de la démocratie, capable d'influencer à la fois les institutions et les interactions quotidiennes. L'imbrication des sphères personnelles et publiques peut ainsi transformer la démocratie, dont la rencontre peut transformer la démocratie en une expérience plus sensible et incarnée. Dans ce cadre, la confiance et l'engagement se construisent à travers des échanges sincères et réciproques, qualifiés par l'auteur de relations pures. L'intime est donc un moteur de changement, influençant simultanément les institutions et la vie quotidienne. Alors, dans le cas d'une maladie stigmatisée, c'est dans votre tête, comment se passe l'exercice de la démocratie au sein des institutions? Comment cette idée de porosité entre sphère privée et publique se traduit? Et quelles sont les attentes exprimées par les patients? Les patients attendent des échanges équitables avec les experts, afin de pouvoir dialoguer sur un pied d'égalité, obtenir une reconnaissance de leur expertise vécue, tout en préservant leur sphère intime. On voit par exemple dans des réunions au sein des institutions des mots qui peuvent être durs sur la pathologie du patient et qui est reçu, qui provoque une charge émotionnelle. Donc les patients souhaitent évidemment co-décider, interagir, intervenir, mais en tenant compte de leur histoire, de leur charge émotionnelle et en n'étant pas stigmatisés au sein même d'un exercice démocratique. Ils attendent aussi une inclusion réelle dans les décisions et une prise de pouvoir partagée. Nous avons un deuxième concept à mobiliser, c'est le concept d'intimisation, d'Anne Muxel encore. Et ce phénomène désigne la manière dont des éléments de la vie privée, donc des émotions et des histoires personnelles des hommes et des femmes, sont rendus publics, modifiant à la fois l'image et l'influence. Anne Muxel s'interroge sur les implications de ce processus d'intimisation sur les usages démocratiques contemporains. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plusieurs effets potentiellement problématiques en termes de transparence, de pouvoir et de reconnaissance des acteurs impliqués. On peut citer les mécanismes d'individualisation d'un intérêt collectif, des décisions qui se centrent sur des expériences principalement personnelles. L'excès d'intime et d'émotionnel peut masquer la voix des minorités et réduire la pluralité des perspectives. La surreprésentation et le pouvoir symbolique. Un expert médiatisé, par exemple, ou influent, peut dominer le débat et influencer de manière disproportionnée les décisions. L'exposition publique. Partager son parcours sur les réseaux sociaux, son histoire, sa vie dans les médias, peut exposer à la discrimination et au harcèlement. La culture de l'entre-soi et le conflit d'intérêts entre les différentes casquettes de personnes représentantes et les jeux de pouvoir et de manipulation émotionnelle, comme chercher à être perçu comme sympathique ou alors exercer un pouvoir émotionnel sur le patient pendant l'exercice démocratique et les prises de décision partagées. Donc le risque de mélanger sphère personnelle et collective sans garde-fou peut nuire à la qualité démocratique et aux prises de décision. Ensuite, j'aimerais aborder la question de l'autonomie. L'autonomie du patient. Laurence, tu as abordé deux types d'autonomie, et moi je vais plutôt parler de l'autonomie civile. Alors d'abord, l'autonomie du patient ne peut se concevoir de manière isolée, elle dépend directement de la qualité de l'environnement, qu'il s'agisse de l'espace démocratique, des institutions ou de la relation de soins. Un cadre sûr et structuré favorise l'adaptation, la concentration, le respect des besoins individuels, tels que le montrent différentes études. Et Boris Cyrulnik montre aussi que le cerveau et le comportement sont modelés par le milieu. Donc une personne exposée à un environnement stressant, quand on est dans des prises de décision partagées, s'il y a par exemple de la stigmatisation, des pressions, ça pourra avoir des répercussions, des retentissements sur le patient. Donc cette autonomie, l'autonomie civile, qui est nommée par Fabrice Xil,
s'inscrit également dans une dimension collective. Elle désigne la capacité des patients à être pleinement inclus dans les décisions qui les concernent et elle ne se limite pas à un rôle consultatif. Elle suppose une participation réelle dans toutes les décisions, y compris économiques, parce que les patients ont quand même conscience de combien la maladie leur coûte, politique ou scientifique, à travers des programmes de recherche participative notamment, domaine où les patients sont souvent insuffisamment mobilisés. Kate Schaeffer souligne le risque de prescription de désengagement, où les personnes malades se voient retirer progressivement leur pouvoir d'agir et de décision. C'est le cas quand on a un handicap, par exemple, ou des lésions neurologiques. On imagine que la personne ne peut pas prendre des décisions parce qu'elle n'en est pas capable au vu de ses lésions. Or, la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU de 2006 promeut l'inclusion, la dignité et la participation active dans les décisions des patients. Alors, on peut parler dans la démocratie en santé des écueils de la gouvernance partagée. Pour favoriser cette autonomie civile, comme on l'a vu qu'il y a plusieurs obstacles, Valérie Gâteau souligne la nécessité de mettre en place des méthodes intelligentes qui reconnaissent citoyens, usagers et acteurs de terrain comme partenaires égaux aux experts. Le CCNE recommande des instances mixtes qui incluent experts scientifiques, membres de la société civile, patients, pour garantir la prise en compte des différentes catégories de population, notamment les plus précaires. Enfin, Florent Troquenet-Lopez rappelle que la démocratie est basée sur le dissensus et non la recherche de l'unanimité, impliquant une pluralité d'acteurs aux regards divergents. Parmi ces méthodes qui sont peu développées, on peut citer et ajouter la médiation en santé qui dépasse la simple résolution de conflits, mais qui anticipe les tensions, facilite les échanges, favorise la co-construction de savoirs, que ce soit scientifique, académique, clinique. Nous avons aussi le courtage en connaissances qui complète cette approche. Un intermédiaire facilite les échanges entre chercheurs, acteurs de terrain et décideurs pour produire et utiliser efficacement les savoirs sans hiérarchie ni domination. Donc ces formes, ces méthodes intelligentes, comme le dit Valérie Gâteau, ne sont aujourd'hui pas promues. La volonté politique est limitée, il y a un manque d'ancrage institutionnel et il y a une professionnalisation insuffisante. Or, ce sont des leviers pour exercer la démocratie en santé. Nous avons aussi la justice restaurative qui vise à reconnaître les dommages et à réparer les liens en restaurant la confiance entre patients, professionnels et institutions plutôt qu'à punir. Je vais parler aussi des droits des enfants, droit à la santé, à l'expression, à la participation, à la protection, par la Convention de l'ONU de 1989. Et on voit qu'aujourd'hui encore, les enfants, il est très difficile de faire valoir leurs droits. Ils sont souvent oubliés, leur parole est niée, et c'est très difficile pour eux d'être entendus et d'être pris en compte. Alors la psychologisation de la maladie entre aussi dans un contexte culturel et social, comme on disait, et elle est le reflet d'une santé en mutation. Le phénomène de psychologisation de la maladie s'inscrit dans une transformation plus large, à l'ère néolibérale. Pierre Dardot et Christian Laval soulignent que les valeurs économiques, efficacité, compétitivité, rentabilité, s'imposent à tous les domaines de la vie, y compris la santé. Combiné au phénomène de santéisation, c'est un concept utilisé par Hélène Poliquin, qui selon lequel la santé devient une valeur centrale de la société, quasi sacrée. Chaque individu est invité à considérer sa santé comme un bien personnel à préserver et devient un entrepreneur de soi, responsable de son capital santé. En valorisant la responsabilité personnelle, le processus de santéisation dépasse le cadre médical pour devenir un véritable impératif moral. Henri Bergeron et Patrick Castel soulignent que les politiques de prévention et de responsabilisation individuelle peuvent décharger la société et les institutions de leur rôle, en transférant la responsabilité de la santé collective sur l'individu. Les symptômes sont considérés comme dans la tête du patient, celui-ci est responsable de sa maladie, sa santé est perçue comme un impératif moral et fait peser sur lui la menace d'un échec personnel ou d'une faute. Dans ce contexte, ce n'est pas tant l'autonomie qui est valorisée, mais l'hyper-responsabilisation. La résilience, comme le dénomme Boris Cyrulnik, est détournée et présentée comme dépendant de la seule volonté de l'individu, oubliant qu'elle repose aussi sur l'environnement et sur des actions collectives et politiques. Enfin, Michel Foucault nous rappelle que les professionnels de santé participent à la construction de catégories normatives et que tout diagnostic n'est jamais neutre. Il peut normaliser certains comportements et marginaliser les malades, générant une violence ordinaire.
C'est pourquoi le savoir expérientiel des patients doit être intégré dans les décisions institutionnelles et la catégorisation d'une maladie ne devrait pas être enfermée dans un cadre rigide et immuable. Enfin, je vais vous parler du désengagement à la culture de l'engagement. Donc, dans un contexte où efficacité, productivité et rentabilité deviennent les maîtres mots, la capacité des professionnels à reconnaître la singularité des patients, leurs symptômes, à les écouter, à les accompagner avec dignité, s'amenuise. Les personnes dont les symptômes sont jugés dans la tête subissent particulièrement cette déshumanisation, révélatrice d'une culture du désengagement, où le soin se réduit à des procédures techniques vidées de leur dimension relationnelle. Cette évolution interroge profondément les valeurs éthiques et culturelles de la pratique médicale contemporaine. Donc, à l'ère du numérique, l'un des grands enjeux sociaux actuels consiste à réinventer une communication pleine, capable de maintenir un équilibre entre une distance excessive, qui laisse le patient isolé, seul, et une proximité trop envahissante. La communication est ici comprise comme une négociation donc permanente. Or, 3 usages croissants de la technologie, l'autosanté, la téléconsultation et les agents conversationnels, tendent, selon certains patients atteints de symptômes psy, je le mets entre guillemets, à renforcer l'incommunication. C'est un concept développé notamment par Dominique Voltan et Le Pastier, et à accentuer la déshumanisation du soin par des formes d'isolement et d'exclusion. Comme le rappelle Jürgen Habermas, la technique, lorsqu'elle se détache des valeurs humaines, peut devenir un instrument de domination, affaiblissant l'esprit critique et l'autonomie des acteurs. L'enjeu est donc de concilier progrès technologique et éthique du soin, dans un parcours de soins coordonné afin de préserver une relation authentique, équitable et centrée sur la personne. Alors la culture du désengagement, donc dans un monde dominé par la technologie, la recherche d'efficacité et l'individualisme, les métiers du soin et de l'accompagnement subissent une transformation profonde également. Les logiques managériales et consuméristes fondées sur la performance érodent la culture du service public et celle des associations, entraînant des tensions, perte de reconnaissance et désengagement des professionnels comme des bénévoles qui ont le sentiment de pallier un système. Le manque de moyens matériels, humains, financiers accentue le malaise et n'est pas au service de la relation. Par ailleurs, la hiérarchisation des disciplines médicales qui valorise les métiers techniques et technologiques au détriment de l'accompagnement humain accentue la déconnexion avec le patient et réduit la qualité de la relation de soins. Les patients se voient réduits à des données, des protocoles. Le psychiatre Gilles décrit aussi notamment comment les pratiques essentielles comme percuter une rate, palper un foie ont disparu au profit d'examens plus faciles et rapides, grâce à l'échographie par exemple. Alors, nous aimerions penser justement une refonte de la culture de l'engagement. Comment redonner de la place au contact et à la relation humaine? Comment elle pourrait consister en réinvestissant la parole du patient, écouter son récit, sa narration, le toucher comme vecteur essentiel pour restaurer la dignité et soutenir l'autonomie du patient. L'accompagnement ne se limite pas aux gestes techniques, mais inclut une dimension affective et interactive. Et comme on l'a vu, il existe une intimité démocratique. La démocratique, ça se vit avant tout. Et elle est co-construite selon un accordage unique des corps. Ces gestes simples mais puissants doivent être réfléchis, évidemment, consentis, respectueux. On peut mobiliser l'éthique du care, qui est un soin qui nécessite une responsabilité partagée, qui reconnaît l'humanité et la vulnérabilité des individus. L'autonomie du patient est à la fois présupposée, mais aussi visée. L'attention doit englober les dimensions émotionnelles, sociales et culturelles au-delà du seul tableau clinique. Enfin, la santé est un bien commun. Donc il est important de reconnaître la santé comme un bien collectif. Au-delà de l'individu, elle repose sur la solidarité et l'action collective. Henri Bergeron nous dit que la prévention et le bien-être doivent être considérés comme des biens collectifs à préserver, dépassant la responsabilité individuelle. Il est important aussi de mobiliser le concept de commun d'Elinor Ostrom, qui offre une nouvelle vision aussi de la santé à travers de la participation, des codécisions partagées au niveau local principalement, et aussi avec des règles adaptées. Benjamin Correa nous dit que la gouvernance des communs représente une alternative à la propriété privée et à la logique de profit appliquée ici à la santé. Enfin, nous parlerons de l'éthique et de la responsabilité et l'anticipation, penser les décisions à long terme, protéger la vie, protéger la santé aussi des générations futures. On sait très bien que les maladies chroniques sont en augmentation
Et donc Hans Jonas nous dit que le principe de responsabilité appelle à anticiper les conséquences à long terme de nos actions. On voit bien qu'avec des maladies chroniques en recrudescence, le C dans votre tête ne va pas tenir longtemps. Voilà, donc l'important est d'intégrer la protection de la vie et de l'humanité dans un monde technologiquement puissant, certes, on le voit, mais surtout réintroduire de l'humanité, de l'humain, du contact et des liens directs. Alors c'est moi qui termine. Rassurez-vous, il y en a pour 6 minutes, on a calculé. Et je vais aborder la question des recommandations. Les recommandations que nous vous suggérons sont issues de nos constats et des actions que nous avons pu tester. Elles restent des pistes de réflexion que nous souhaitions vous partager afin d'engager une dynamique de rencontre et de collaboration entre professionnels de santé, associations de patients, décideurs des politiques publiques et chercheurs. D'abord, les mécanismes d'une dialectique. C'était plus lisible sur un diaporama parce que vous aviez des tirets. Donc je vais essayer de faire du mieux possible. Construire une interaction. La relation soignant-soigné devrait pouvoir se construire sur un mode interactionnel, en s'étayant sur des regards croisés, une écoute active et un dialogue basé sur le respect mutuel des savoirs de chacun. Comme nous l'avons vu, quand un professionnel de santé aide un patient à s'exprimer sur ses ressentis, sa maladie, etc., il lui reconnaît entre autres une expertise expérientielle et lui permet ainsi d'exercer une certaine autonomie. La construction de cet espace sécurisant, avec la possibilité pour lui de se raconter, est de la responsabilité du professionnel de santé. Alors bien sûr, le soignant ne peut pas tout contrôler de cet environnement. Si une contrainte s'impose, notamment le temps dédié aux patients, ce qui est quand même souvent une des grosses contraintes, il est recommandé de l'en informer et d'expliquer les raisons. De la même manière, il vaudra mieux reconnaître que l'on ne sait pas et que l'on va chercher ensemble, plutôt que de remplir le vide par une hypothèse de travail, laissant sous-entendre que la raison du mal incombe à la psyché de la personne malade. Ce type de propos n'a jamais permis de créer un lien de confiance avec qui que ce soit. Former les professionnels de santé, bien sûr, l'écoute active est le résultat d'un apprentissage empirique, mais elle devrait être enseignée dans toutes les formations dédiées aux soignants. En effet, il n'est pas toujours facile d'écouter en toute neutralité et de recevoir sans sourciller toute la charge émotionnelle du discours de son interlocuteur. L'exercice est fatigant, mais néanmoins nécessaire. La régulation émotionnelle et l'empathie sont les piliers d'une relation adaptée entre professionnels et patients. Promouvoir une éthique du care, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. L'éthique du care répond à cette nécessité d'aborder la personne en fonction de ses besoins et ou demandes. Elle s'intéresse au prendre soin et à la préservation du lien entre les gens. En 1980, Gilligan est l'une des premières à théoriser cette approche. Moi aussi, j'ai eu un doute tout d'un coup sur la prononciation. En nous invitant à prendre en compte la manière dont les individus se préoccupent et s'occupent à la fois d'eux-mêmes et des autres. À tendance plutôt féministe, le care articule également l'éthique et le politique, au-delà des questions de genre, en interrogeant la dévalorisation des activités sociales tournées vers le soin. Dans notre culture occidentale, le care reste encore considéré par beaucoup comme une perte de temps bien moins importante dans la prévention de la maladie que l'analyse des symptômes, passant par la clinique, la biologie ou l'imagerie. On le délègue principalement aux infirmières et aux aides-soignantes, qui restent mal rémunérées et mal considérées au regard de l'importance de leurs tâches. La responsabilité des pouvoirs publics est donc engagée sur la question des salaires et de la reconnaissance de ces professions. Enfin, voilà. Aujourd'hui, on pourrait parler de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui mériteraient sans doute des revalorisations, mais on est dans des débats, il me semble, un peu autres. Alors, je vais le dire quand même, Laurence, parce que c'était important pour toi. Se doter de dispositifs basés sur un cadre d'orientation symboliquement structuré. C'est un terme de Christiane Goyer. Selon Christiane Goyer, je cite, « Il faut reconnaître la liberté en soi et en l'autre, l'égalité humaine et la commune humanité en chacun, ainsi que la solidarité qui provient de l'appartenance à cette commune humanité, au patrimoine de l'humanité. Pour ce faire, la société doit se doter d'un cadre d'orientation symboliquement structuré qui reste ouvert, dans lequel sont formulées les valeurs, les fins éthiques qu'elle met en avant. Dans cette perspective, il incombe au pouvoir public d'encourager une culture et des pratiques qui incluent systématiquement la parole des usagers. »
Comme on le disait, systématiser la participation des patients, partenaires et des représentants d'usagers. Si la loi de modernisation du système de santé cadre la représentation des usagers dans le champ sanitaire, il conviendrait néanmoins que les pouvoirs publics soutiennent davantage cette modalité de représentation en l'étendant à la ville, dans les structures médico-sociales, tout en la renforçant dans les hôpitaux. Sensibiliser les acteurs de santé et la population de manière générale au poids des mots. Ça, c'est pareil, c'est un peu un de tes dada, Laurence. Nous pourrons y revenir, mais des usages tels que malade au lieu de personne malade ou personne vivant avec une maladie, ou alors tels que savoir profane au lieu de savoir expérientiel, ont une incidence sur notre manière de percevoir les individus et leurs compétences. Sans compter les appellations discriminantes qu'on entend quand même pas mal, telles que cortiquée, pas cortiquée, mangeuse de médicaments, hystérique. Enfin voilà, on en entend des vertes et des pas mûres quand on travaille dans le soin. Ensuite, promouvoir l'évaluation de la relation soignant-soigné. C'est vrai que c'est pas toujours très agréable d'être évalué sur sa manière de faire et sur sa relation avec le patient, mais il n'empêche que ça participe d'une démarche visant à améliorer les pratiques. Promouvoir les instances éthiques, bon, je ne peux que aller dans ce sens-là, mais aussi dans ces instances éthiques, la participation des usagers, des patients, des aidants devrait être systématisée dans toutes les instances, institutionnelles, sanitaires et médico-sociales. Développer les espaces d'échange et de supervision. Toute instance favorisant la réflexion, l'échange, permet de développer la compréhension de ce qui se joue dans une relation soignant-soigné. Et de même, ça c'est un de mes dadas à moi, la pluridisciplinarité et la pluriprofessionnalité sont à valoriser pour multiplier les regards. Éduquer et former. Alors on en a un petit peu parlé déjà tout à l'heure, mais les compétences psychosociales commencent à être enseignées à l'école. L'école a un rôle majeur dans la sensibilisation des élèves au respect de l'autre, du savoir écouter, du savoir appréhender la souffrance sans la dénier ni la minimiser. Comme nous le disions précédemment, il est aussi important de développer dans les formations initiales et continues des professionnels de santé l'apprentissage de la relation. De même, il est incontournable dans tout enseignement d'y développer la participation des patients et des représentants d'usagers. Ça me semble fondamental. Renforcer les recherches participatives. Je vais passer sur ce passage-là, mais évidemment c'est important puisque non, je ne passe pas dessus finalement. En fait, le fait de produire de la connaissance, ça plaide en faveur de la prise en compte de la parole de la personne malade. Valoriser et soutenir le travail des associations, bien sûr, puisque en fait, quand une personne souffre, elles sont parmi les premiers interlocuteurs qui pourront l'aider et la soutenir. Et donc, pour conclure, par cette intervention, nous espérons avoir sensibilisé les professionnels de santé à être vigilants dans les mots qu'ils emploient, les explications qu'ils fournissent, et à ne jamais clore une consultation, ça c'est primordial, sans proposer une alternative et ou un accompagnement. Nous pensons que l'émancipation d'une culture de l'expérience patient pourrait permettre de renforcer et d'ancrer des normes, des pratiques, des valeurs, des croyances et des comportements partagés par l'ensemble des acteurs du système de santé. Le XXIe siècle ne pourrait-il pas voir opérer ce changement de paradigme? Un paradigme s'étayant sur la conviction que les savoirs expérientiels sont essentiels à la compréhension des symptômes et que l'autonomie morale et civile ainsi que la dignité de toute personne vivant avec une maladie ou en situation de handicap doivent être respectées. Voilà, est-ce que l'une de vous voulait faire un petit mot de conclusion? Ou est-ce que c'est bon? C'était très bien. Alors, tu veux? Vas-y. Oui, dans les recommandations, je voulais juste ajouter la partie partage des savoirs, c'est-à-dire développer des méthodologies pour animer justement le copartage des savoirs, encadrer comment on peut, justement avec des visions très différentes, se parler et co-construire des savoirs communs. Il y a aussi toute la partie médiation, on en a parlé, mais justice restaurative. Quand il y a des dommages ou quand il y a eu des conflits d'expertise, on le voit dans le cas du Covid long, parfois il y a une nécessité de tous les acteurs de la santé, de se mettre autour de la table et de discuter de ce qu'on a vécu pour voir comment on prévoit la suite. Donc ça c'est pareil, ce sont des médiations animées par des facilitateurs externes, mais qui permettent de mettre autour d'une table tous les acteurs qui étaient en désaccord et de justement écouter chacun, prendre en compte chacun, les réalités de chacun,
pour essayer d'avancer ensemble. Voilà, je voulais préciser avec cette question. Merci. Merci pour votre attention. Merci. On va passer à la partie questions. Avant de poser des questions, je vais vous lire un petit message d'une personne qui est en Zoom, qui se prénomme Dominique, et qui vous dit « Mesdames, je vous remercie pour la qualité profonde du contenu de la visioconférence, nous apportant votre soutien important pour nous les malades souffrant de maladies différentes. » Merci madame. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je vais en poser une. Vous avez parlé des aidants. Et je ne sais pas si vous avez parlé des pères aidants. Je ne crois pas. Vous avez parlé des aidants, en tout cas. Et les aidants, ce sont souvent les proches des malades. Et eux aussi, ils sont confrontés à... Ils sont entre deux feux, quoi, comme on dit. Est-ce que je dois croire mon proche ou je dois croire le médecin qui est censé être le sachant? Donc ça doit être... Est-ce que vous pouvez parler justement de la position des aidants et comment, si vous avez pu en interviewer, parce que vous avez interviewé beaucoup de malades, est-ce que vous avez interviewé aussi beaucoup d'aidants, enfin quelques aidants tout au moins? Oui, alors c'est vrai qu'on l'a abordé brièvement tout à l'heure. Je pense que Laurence et moi on peut apporter une réponse. Mais effectivement, les aidants, les proches aidants, le discours que l'on a, c'est qu'ils se sont pris dans un dilemme en fait. Un dilemme entre écouter la parole du professionnel de santé ou soutenir leurs proches. Exactement. Donc certains prennent parti pour le professionnel de santé, d'autres pour leurs proches. Mais ça les met dans des inconforts, sachant qu'en plus, ils soutiennent, donc parfois ils coordonnent les parcours de soins, parfois ils sont malades eux-mêmes, donc ils se mettent un peu en retrait, et on observe un épuisement, une souffrance et beaucoup de conflits intériorisés chez les proches aidants, qui sont minimisés, et parfois ils se murent dans le silence, et ils peuvent justement avoir des problèmes pour faire face à la situation matérielle ou au dilemme interne. Peut-être, Laurence, tu as quelque chose à préciser? J'ai pas grand-chose à rajouter, mais effectivement, on commence à s'intéresser aussi aux aidants, fort heureusement. Il y a des associations également qui sont dédiées aux aidants. Mais effectivement, comme l'a dit Faustine, le dilemme dans lequel sont pris les aidants sont vraiment très très importants. Et si on pense autonomie, comment puis-je respecter l'autonomie morale de mon proche, en fait, sa capacité à s'autodéterminer lui-même et à réagir en fait quand on lui dit c'est dans votre tête, et en même temps moi comment je me place en fonction d'un professionnel de santé avec qui je ne peux pas me mettre, je ne peux pas rentrer en conflit avec ce professionnel de santé, et c'est particulièrement vrai quand la personne est atteinte d'une maladie neurodégénérative qui atteint en fait ses fonctions cognitives. Voilà, c'est extrêmement compliqué pour les dents, et là aussi je pense que la réflexion, engager, comme le disait Faustine, des débats avec différents professionnels pour travailler autour de ces enjeux est fondamentale. Je peux peut-être ajouter qu'il existe des dispositifs de répit pour les aidants et du care management. En revanche, dans le cas d'une maladie désignée comme c'est dans la tête, justement, ils n'ont pas recours à ces dispositifs parce que la maladie est stigmatisée et hyper responsabilisée par rapport aux patients. Donc là aussi, c'est une difficulté, c'est-à-dire qu'il existe des outils, mais dont ils ne peuvent se saisir. Une autre question. Vous vouliez poser une question? Non, allez-y. Priorité aux premières prises de parole. Vous avez parlé au tout début de votre propos, je ne sais plus bien laquelle d'entre vous, de la notion d'injustice épistémique. Est-ce que vous pourriez préciser? Oui, l'injustice épistémique, c'est justement le fait de ne pas être entendu, le fait de ne pas être... le vécu ne soit pas reconnu comme un savoir. Ça, c'est une injustice épistémique
qui peut se combiner avec d'autres injustices, des discriminations par exemple. Si on est une femme et qu'on est malade, ça peut se combiner. C'est-à-dire qu'à la fois on est une femme, donc il y a des stigmatisations sur la femme, discrimination, et en même temps, notre vécu ne va pas être entendu en fait. Il ne va pas être considéré comme un savoir à part entière, une connaissance. En fait, je pose cette question-là, je m'intéresse. D'abord, merci pour tout l'état des lieux et le constat que vous faites et l'effort effectivement d'expliquer, de mettre en mots des explications qui fait qu'on en est là. Pour moi, je suis médecin enseignant-chercheur et je m'intéresse beaucoup à la promotion d'une certaine vision de la santé que j'appellerais intégrative, mais qui n'est pas forcément la notion d'intégrativité qu'on voit le plus, qui apparaît le plus, vous l'avez mentionné rapidement en parlant de ces approches de soins non conventionnelles que les gens qui étaient un peu laissés pour compte de cette psychologisation allaient chercher et qui, en mentionnant les dangers et les coûts, effectivement. Et justement, pour réellement avoir une intégration, parler de santé intégrative, pour moi, c'est la notion d'intégrer toutes les dimensions de l'humain. Donc, effectivement, l'accord, notamment la dimension physique et psychologique, mais aussi existentielle et sociale. Et c'est aussi mais c'est aussi l'intégration et la coopération des différentes approches. Et du coup, en s'intéressant à la promotion de cette santé intégrative, moi qui viens du monde de la recherche clinique et de la recherche sur les services de santé et l'organisation des soins, j'en suis venue à essayer d'expliciter le paradigme épistémologique dans lesquels étaient ancrés les savoirs, notre rapport au savoir qu'on utilise dans la pratique, dans les pratiques médicales et soignantes. Pour moi, il est important de revenir aux racines de cet ancrage pour justement mieux comprendre et mieux orienter les solutions. Voilà, c'est juste un commentaire. Et par ailleurs, je suis beaucoup allée du côté des tiers-lieux santé, du monde de l'économie sociale et solidaire, de la logique des communs, donc vous l'avez pour ça. Merci d'avoir aussi abordé ça. Et dans ce milieu-là, j'ai rencontré la pensée de deux auteurs que vous n'avez pas cités, qui, je pense, sont intéressants pour envisager des solutions qui, malgré tout, manquaient un petit peu à la fin. Parce que voilà, former les médecins, le problème, on sait bien qu'on connaît la souffrance du système de soins actuellement, et je pense que la prévalence des douleurs chroniques, comme l'a dit le rapport Bataille, est aussi importante, voire plus, dans la population des soignants que dans la population générale. Voilà, c'est évident qu'il faut former les soignants, mais bon, avec quels moyens, alors qu'on est tous en train de voir réduire le budget, etc. Et donc les auteurs en question, c'est Olivier Amand, Performance pour le stress, et Hartmut Rosa, La résonance. Et c'est deux des concepts qui, pour moi, apportent beaucoup de solutions, sont des pistes de solutions vraiment intéressantes. Merci. Je peux peut-être, je sais pas si c'est... Oui, je peux peut-être, par rapport à l'injustice épistémique aussi, préciser, on l'a noté dans le livre, mais je ne l'ai pas dit, mais les patients sont souvent coupés au bout de 11 secondes, c'est-à-dire que la parole est coupée. Donc il n'y a même pas la conscience que le savoir peut être exprimé, et en tout cas, le récit du patient peut être exprimé, et il y a une différence entre récit et narration, c'est-à-dire que la narration, c'est une construction de son vécu. Et des fois, les patients n'ont même pas le temps déjà de dire, mais n'ont pas non plus la possibilité de construire leur narration, ce qui aussi complique la possibilité de s'exprimer et aussi de conscientiser, parce que justement en construisant une narration, on peut conscientiser nos mots, ce qu'on a, on peut distinguer, nommer et être plus précis aussi. Donc il y a un vrai travail aussi sur la narration, tu parlais de Ricoeur,
il y a un vrai travail sur la narration du patient, de soutenir à créer, à écrire, nommer ses vécus, son ressenti. C'est Donatien Malek, dans le champ des soins palliatifs, qui a écrit un livre sur le corps. Ça donne sur ta question, si tu veux. Pour réhabiliter justement l'importance du corps. Moi, c'est pas forcément une question que je voulais poser, mais c'est que donc, moi, je ne suis pas soignante, moi, je suis danseuse et je danse avec des médecins et avec des soignants et j'entends le besoin je donne des formations, donc chaque jour, j'entends le besoin des soignants d'être dans leur corps, de comprendre comment leur corps intervient dans la relation avec les patients et comment est-ce qu'ils auraient besoin d'un travail sur eux-mêmes pour comprendre l'empathie kinesthésique, ce qui se passe avec le patient. Et donc dans les solutions, c'est marrant parce qu'à un moment, quand vous avez commencé à parler des recommandations, moi j'ai eu l'impression, quand il y a des regards, exprimer, construire, aller chercher, écouter, j'ai l'impression que c'est des verbes d'action. Enfin, moi je vous aurais bien imaginé danser, puisque voilà. Et donc je me demande si jamais il n'y a pas, donc les solutions, on les comprend, enfin plutôt on comprend ce qu'il faudrait, mais comment est-ce qu'on peut aller vers ça? Et c'est vrai que moi, du point de vue que j'ai aujourd'hui, c'est peut-être qu'il manque le corps du soignant, oui. Qu'il manque son propre corps dans sa construction, dans la construction de sa posture de soignant, du face-à-face avec le patient, de la façon avec laquelle vous l'avez dit plusieurs fois, il ressent, il récupère, il est ou non dans l'empathie, et enfin voilà, et donc est-ce qu'il ne faudrait pas, moi ça c'est ma question, mais est-ce qu'il ne faudrait pas des vraies pratiques de corps, même pour les soignants, pour être encore mieux dans l'écoute, la compassion, enfin tout ce dont vous avez parlé, l'éthique, même de soi, enfin voilà. Et c'est drôle. C'est drôle parce qu'en fait, Yanis Constantinides, justement, quand il parle de l'empathie et de la curiosité pour l'autre, il évoque la notion de la danse, en fait, d'une danse avec le patient pour toujours être dans le même, tenter d'être dans le même rythme. Et ce que je voulais dire aussi sur ce sujet-là, c'est qu'effectivement, alors je ne sais pas si pour les médecins c'est tout à fait la même chose, mais en tout cas pour les psychologues de ma génération, on nous apprenait, je peux dire maintenant, on nous apprenait, c'était il y a quelques années, on nous apprenait la fameuse neutralité bienveillante et qui nous poussait à mettre une distance en fait, et surtout à ne pas prendre parti, à ne pas s'impliquer émotionnellement. Et je ne sais pas si c'est une évolution de la société ou si c'est une évolution personnelle ou un peu des deux, mais c'est vrai qu'en prenant de la bouteille, on comprend qu'en fait, il y a quand même un intérêt à s'impliquer et émotionnellement et physiquement, mais pas trop quand même, effectivement, parce qu'il y a aussi un risque pour soi-même, mais il n'empêche que cette fameuse neutralité bienveillante, elle a ses limites aussi. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi qu'à un moment donné, on a mis de la distance, même corporellement, dans la relation. Alors, après, je parle que pour ma formation, quoi, mais je ne sais pas si dans les autres formations, c'est un peu pareil. Moi, je peux aussi peut-être dire un mot parce que j'ai été danseuse aussi, donc le corps, c'est important pour moi. Et pour moi, l'empathie, c'est une danse déjà, c'est-à-dire comment je me situe, comment est l'autre et comment on s'accorde. Donc il y a un accordage empathique relationnel et il y a un accordage du corps. Il y a un langage corporel, effectivement, qui existe. Pour répondre, je ne sais pas pour répondre, mais il y a des pistes, par exemple, dans le Covid long, il y a une étude qui a été faite, mapper son corps et définir où est-ce qu'on a mal avec des couleurs, des points de couleur, par exemple, ça peut aider à nommer, à ressentir, à localiser la douleur. Et puis il y a aussi des pratiques de danse corporelle qui permettent d'avoir une perception plus fine de son propre corps et de moduler la douleur, en tout cas de vivre avec la douleur, effectivement. Et je pense qu'effectivement, s'il y avait des formations aussi sur la lecture du corps, c'est-à-dire quand quelqu'un se contracte, a peur, se recule, je pense qu'il y a tout un langage émotionnel qui se traduit corporellement, qui pourrait être étudié et appris. Et donc là, on va dans une finesse, et on parle, je ne sais pas si vous connaissez Suzanne Robert-Ouvray, qui est psychomotricienne, elle parle de l'étayage du soignant notamment, c'est-à-dire qu'il y a un accordage du corps
on se co-régule. On parle de co-régulation, qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, c'est dans le livre, mais il y a une co-régulation à travers le geste, le regard, l'ambiance, la relation empathique. Et donc ça, c'est une notion importante dans le soin, l'accordage, la co-régulation. Mais il n'y a que chez les psychomotriciens d'ailleurs qui a un niveau de conscience corporelle. Il n'y en a pas chez les sages-femmes par exemple. Et il n'y en a pas chez les kinés non plus par exemple. Enfin, qui pourtant, c'est-à-dire que le mouvement, les mouvements dans lesquels vous souhaitez que soit la médecine et le soin et la santé sont aussi peut-être des mouvements psychiques. Ok. Attendez. Oui, pour une question, non? Alors, madame. Vous m'excuserez si jamais j'ai raté quelque chose par rapport à ce que je veux dire. D'abord, je voudrais vous remercier pour la finesse de vos analyses et je ne saurais que dire mon accord sur vos souhaits. Mais j'ai l'impression d'avoir entendu déjà beaucoup de monde critiquer la manière dont les Français en particulier pratiquent la médecine et comment il y a un système de domination absolue qui est fait, qui est peut-être moins, mais pas tellement, enseigné aux médecins. Comme quoi ils ont le savoir. Et dans beaucoup de cas, je connais particulièrement celui de la gynécologie parce que j'ai un ami très proche qui est gynécologue. Il m'a raconté qu'il est l'un des seuls à expliquer à ses patientes les choix qu'elles ont la plupart du temps. Il y en a 2 ou 3. Alors que ses collègues disent non, elles ne savent pas choisir, elles n'ont pas le savoir, c'est à nous de le savoir. Comme par exemple, pour un truc tout bête, les nuvipares, c'est le niveau des. Donc, celles qui n'ont jamais eu d'enfant pour ce point-là. Eh bien, ils ne veulent pas poser de stérilet, alors qu'ils n'ont pas le droit de dire non. Donc, je pense qu'on est encore dans un système quand même de dominant-dominé. Et je vais vous demander, parce que moi j'ai lu ce livre depuis longtemps et qui m'a ouvert les yeux sur ces problèmes qui sont assez généralisés, c'est Martin Marger. Martin Marger a dénoncé depuis au moins 10 ans ce système de domination des toubibs sur la passion et a écrit d'ailleurs deux livres que je connais en tout cas, le cœur des et l'école des soignants. L'école des soignants qui rejoint vraiment tout ce que vous dites, à savoir que pour lui, les médecins devraient apprendre autant de leurs patients que les patients des soignants. Et que le savoir devrait se construire comme cela. Voilà. Donc c'est une suggestion, peut-être se référer un petit peu à cet auteur Marger. Bon, il est assez radical, mais je pense qu'il décoche pas qu'il critique des choses qui existent vraiment, parce que j'ai côtoyé de près des médecins qui malheureusement ont apporté des choses pas très agréables, pas très rapportables, et ce gynécologue que je connais bien se dit féministe et en fait il entend des histoires pas possibles de femmes qui viennent chez lui en pleurant en disant voilà comment j'ai été traitée, etc. Voilà. Je te réponds. C'est pas du tout une critique de vous, hein. C'est au contraire, on vous encourage à continuer. Alors c'est vrai que dans notre système actuel, il reste encore le leadership, reste le médical, et il y a toujours une relation dominant-dominé dans une relation soignant-soigné, parce que quelque part la personne est amenée et va vers le médecin pour parler d'une vulnérabilité. Et dans notre société,
en fait, on a quand même cette dualité entre le savoir scientifique et les savoirs expérientiels qui restent encore... les savoirs scientifiques... C'est ça, les savoirs scientifiques en fait sont basés sur des données quantifiées. On valorise aussi dans notre société énormément les données quantifiées et quantifiables au détriment des données qualitatives. Il suffit de regarder la recherche, on investit beaucoup plus dans la recherche fondamentale, clinique, avec randomisation, essai de double aveugle, etc., que dans la recherche qualitative. C'est beaucoup plus difficile de mettre en place des recherches qualitatives, donc basées sur les sciences humaines et sociales. Et dans les recherches qualitatives, en fait, on utilise des méthodes qui sont beaucoup plus proches du patient, puisqu'en fait, on utilise des méthodologies, des procédés opératoires qui reviennent à aller parler avec le patient, c'est-à-dire à travers d'entretiens semi-directifs, par exemple, ou de focus group. Donc, effectivement, dans notre culture, on est encore très divisé avec les sachants d'un côté et les non-sachants de l'autre, même si ça commence à bouger, notamment grâce aux associations de patients. La relation dominant-dominé, elle est toujours là. Je peux peut-être dire un mot sur la relation dominant-dominé, mais peut-être que toi aussi, Anaïs, par rapport à la conscience, conscientiser justement qu'est-ce qu'un jeu de pouvoir, qu'est-ce qu'une relation de pouvoir. Et en tout cas, dans les cadres de consensus, par exemple, dans les cadres de prise de décision partagée, en tout cas, il y a une volonté, une envie d'avoir plus d'informations, de conscience sur qu'est-ce qu'un jeu de pouvoir. Qu'est-ce qu'une victimisation, qu'est-ce qu'être un bourreau, un sauveur, et d'accéder à ce niveau d'information et ce niveau de lecture dans les relations de domination-dominée pour justement revenir à une responsabilisation, une compréhension mutuelle, une responsabilisation de ce qu'on fait et de ce qu'on dit. Ce qui n'est pas du tout pareil qu'une relation de domination. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et effectivement, alors moi, ce que j'apprécie dans les comités d'éthique, c'est justement que ces choses-là sont questionnées de plus en plus. Alors, bien sûr, elles sont questionnées avec les personnes qui sont dans les comités d'éthique, donc qui sont probablement pas ceux qui devraient... Enfin, je sais pas, là, c'est un jugement personnel, mais j'imagine que déjà, quand on vient dans un comité d'éthique, même si... Enfin, voilà, bref. Il n'empêche, je pense qu'il y a déjà un désir de se questionner, quoi. Et c'est vrai que les questions des relations entre médecins, patients, et même entre médecins et souvent les aides-soignantes, les infirmières, qui ont vu des choses mais qui n'ont pas osé le dire, c'est des questions qui reviennent très régulièrement et finalement ça vient interroger la relation. Et on voit des personnes qui se questionnent sur pourquoi. Des fois, c'est même pas une question de dominant-dominé, c'est j'étais dans mon tunnel de pensée, dans ma méthode, ma manière de penser, et du coup, j'ai complètement exclu tout ce qu'il y avait autour. Et ça mène à des situations fort complexes où, rétrospectivement, on s'interroge sur pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est ce qui fait avancer aussi petit à petit. Mais bon, c'est des petites graines un peu partout. C'est vrai que je crois que... Enfin, je sais pas, au prorata... Le système est trop hiérarchique pour en fait être partagé. Parce que ce que connaît l'aide-soignante et l'infirmière est tout aussi important, sinon plus, que ce que le tout connaît, qui a vu le patient 3 minutes et elle nettoyée toute la journée. En fait, c'est l'échange entre plein de corps de métiers différents. Et en fait, on se rend compte que dès lors, alors c'est vrai qu'on est dans un monde qui va très très vite et où chacun est, on va dire, concentré sur son objectif. Mais quand on a l'autorisation, parce qu'il y a des petits points comme ça quand même dans les institutions, des fois on s'autorise à s'arrêter dans les comités d'éthique, mais aussi dès lors qu'il y a une situation complexe et qu'on prend le temps de faire une réunion avec tout le monde. Et on se pose et on réfléchit ensemble, mais en fait c'est là où vraiment on avance. Peut-être je peux juste vous partager une information, c'est le modèle du Recovery College, le centre d'apprentissage de santé et rétablissement de Montréal,
Ils organisent des formations justement de copartage de savoir. Donc il y a 2 facilitatrices et il y a des acteurs très différents. Et l'idée, c'est justement de prendre le temps de croiser les regards, de croiser les savoirs et de ressortir avec des savoirs enrichis. Voilà, donc ça c'est une expérience peut-être que vous pouvez faire. C'est d'ailleurs peut-être un frère qui a organisé Léo Canada. Juste une dernière petite chose, juste une dernière petite réflexion, et peut-être que c'est ce que vous en parlez dans votre livre. Aujourd'hui, j'ai travaillé dans une formation avec une psychomotricienne qui parlait de la douleur des bébés et de la douleur des tout petits. Et c'était amusant parce que du coup, on comprend que c'est compliqué de comprendre la douleur du petit, du bébé, et souvent jusqu'à ce qu'il voit un psychomotricien, une psychomotricienne qui soit capable de dire que la posture ne permet pas à l'enfant de rentrer dans le développement correct de la relation cognitive. La psychologisation impacte sur la mère. C'est pas l'enfant en fait. C'est juste pour faire une remarque, mais c'est amusant. Du coup, c'est la mère qui reçoit ou qui est responsable. Ou c'est dans la tête de la mère. Et pas de... Oui, voilà, je voulais juste ajouter quelque chose sur la douleur des bébés et des enfants, c'est qu'il y a quand même des échelles d'hétéroévaluation qui peuvent évaluer la douleur, et il y a quand même aussi beaucoup de médecins, d'infirmiers qui sont spécialisés dans la prise en charge de la douleur, et ceux qui ont fait avancer la cause de la prise en charge de la douleur, je pense entre autres à Annie Covin-Picard, au professeur Poulain, voilà, au docteur Hannequin. Ce sont des médecins, il ne faut pas l'oublier non plus. Voilà, Bien, écoutez, il est pratiquement l'heure, donc on va terminer. Il faut qu'on libère la salle, il y a des activités derrière. Je vais juste vous lire 2 petits messages. Le premier de Carole, merci pour ce travail approfondi qui, vous écoutant attentivement, résonne dans ma tête, me renvoyant à une période lourde de plaidoyer durant de nombreuses années, actions qui se voulaient collectives au sein de différentes associations. Vous avez chacune apporté une contribution fondée sur vos connaissances, puis croisées. Merci encore. Voilà, et puis il y a une dernière de Edith, qui, elle, nous dit « Merci pour cette conférence très enrichissante, très intéressante, heureuse de savoir que vous vous battez pour que les personnes malades soient écoutées et entendues. Merci. » Je ne crois pas que ce soit le bon message. Enfin voilà, j'avais d'autres questions, mais malheureusement, ce que je conseille à tout le monde déjà, c'est d'acheter ce livre et de le lire attentivement. Je l'ai lu, moi, attentivement, et vous trouverez plein d'informations, entre autres, beaucoup d'associations qui peuvent vous aider justement à répondre à vos questions, à répondre à vos problèmes. Mesdames, je vous remercie. Merci à toi. Merci beaucoup.